Mesdames et messieurs, et surtout, je dirais, chers amis, je crois qu'il n'y a que chers amis à dire aujourd'hui. Je suis particulièrement ému d'ouvrir cette cérémonie à la mémoire de de Madame Simone Veil, appelons-la avec tout le respect qui lui est dû. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est évident que c'était Simone et que c'était une grande amie. Je suis très heureux que nous ayons pu nous rassembler ce soir pour lui rendre hommage. Vous êtes tous profondément attachés, vous lui étiez tous profondément attachés par des choses très diverses, mais où domine sûrement l'admiration et la tendresse. Et, cher Jean, cher Pierre-François, merci de nous avoir permis de faire cette cérémonie et d'être présents ce soir. Il faut bien le dire, Simone était ici chez elle. Elle aimait ce lieu où son nom était gravé près de sa famille disparue. Elle a voulu avec beaucoup d'énergie que nous transformions le mémorial en fondation et elle avait accepté d'être un membre fondateur. Elle le voulait agrandi, elle le voulait actif dans la cité. Elle était, je crois, rassurée par son développement récent. Elle avait le sentiment qu'une institution pérenne avait été créée et que cette institution, devenue le premier et le plus grand centre de mémoire de la Shoah en Europe, saurait porter dans le temps le message et le caveat universel que l'effarante tragédie de la Shoah ne cesse de clamer. Aujourd'hui, ce sont ses amis les plus intimes qui vont vous parler, ceux qui l'ont côtoyé pendant sa belle et exemplaire vie. Ils sauront mieux que quiconque évoquer ce parcours unique qui trouve sa consécration dans cette décision du président de la République qu'elle repose avec son cher et fidèle Antoine au Panthéon. Merci à vous, Madame Simone Veil. Merci d'avoir été pour nous un exemple inoubliable. Mais soyez-en certains, c'est un exemple qui guidera à l'avenir nos vies et celles de nos descendants. Je passe la parole à Madame, à Paul. C'est Paul qui va commencer. Je passe la parole à son ami, vraiment, mais de cœur, Paul Schaeffer. Ça va, je pense. Chers amis, avant de vous parler de mes rapports personnels avec Simone, je tiens à dire à nos camarades survivants de la Shoah et nombreux amis ici ces quelques mots. Simone ne nous a jamais oubliés. Malgré ses immenses charges officielles, elle a toujours trouvé le temps nécessaire pour défendre notre cause et rester parmi nous. Elle a su, avec Serge Klarsfeld en particulier, prendre les initiatives essentielles pour graver partout où cela pouvait être utile la mémoire de la Shoah.
Aussi, je veux encore une fois t'exprimer au nom de nous tous, très chère Simone, notre affliction, mais aussi notre immense reconnaissance pour l'extraordinaire image que tu laisses des survivants et de toutes les victimes de la Shoah. Exemple de courage, de volonté et de droiture pour les futures générations. Une image de fidélité en conservant la promesse que nous avions faite à ceux qui sont morts sous nos yeux. Ne jamais oublier. Admirable et très chère Simone, mes sentiments atteignent pour toi presque ceux que je ressens pour ma propre sœur, gazée le jour de notre arrivée à Auschwitz en 1942. Elle avait ton âge et ta beauté. Arrêtée avec ma famille en août 1942 dans la zone non occupée, déportée quelques jours plus tard en septembre, je fus affecté en 1944 au petit commando particulier de Bobrek. Nous étions environ 250 hommes et une quarantaine de femmes. C'est là où j'ai vu arriver en juillet 1944, avec quelques autres déportés, Madame Jacob, ta mère, Milou, ta sœur, et toi, Simone. C'est à Bobrek que nous nous sommes rencontrés et avons travaillé ensemble jusqu'aux terribles marches de la mort. À des rares moments, nous pouvions parler à travers les grillages qui nous séparaient, nous regardant dans les yeux. Nous étions principalement préoccupés par notre situation et la volonté farouche de survivre, de résister et tenir coûte que coûte. Même si nous pensions notre fin inéluctable. De toutes nos forces, nous partagions le même espoir, vivre pour au moins connaître la défaite de nos bourreaux et l'impensable libération guidée par le destin a eu lieu. Nous sommes alors retrouvés à Paris avec quelques autres survivants de Bobrek. Depuis lors, nous ne nous sommes plus jamais quittés. De mon privilège de camarade, j'ai eu la chance de devenir des très proches et fidèles amis. Simone et moi n'avons jamais cessé de nous voir, de nous parler, de partager nos épreuves et nos joies. Que des déjeuners à deux n'avons-nous pas, au cours desquels nous évoquions toujours le camp, mais aussi les amis disparus ou retrouvés. Que de voyages nous avons fait ensemble. Je pense tout particulièrement aux visites à notre amie commune Rachel Limon à Tel Aviv, à ton bouleversant témoignage à l'université de Bar-Ilan pour y recevoir l'un de tes nombreux titres de docteur honoris causa et où tu avais tenu à ce que je t'y accompagne. Tu savais que je partageais avec ces étudiants orthodoxes qui t'écoutaient un certain héritage du judaïsme religieux que tu respectais. Il n'y a que ceux qui ne te connaissaient pas qui ont pu s'étonner que tu demandes que le Kaddish soit dit quand tu ne serais plus. J'étais très ému.
Simone. J'étais très ému, cher Jean et Pierre-François, de vous l'entendre dire sur sa tombe. Ma chère Simone, ma sœur, tu nous as quittés, moi qui espérais te précéder sur cette voie ultime. Comme les membres de ta famille, je suis très triste, inconsolable de t'avoir perdu à jamais. Simone, ma très chère Simone, souvenir des moments les plus durs de notre vie, image de ma sœur, je te garderai dans mon cœur jusqu'au dernier moment de ma vie. Merci. Je ne voudrais pas être plus long et me perdre dans des détails, mais je crois que tout le monde connaît sa vie et tout ce que je ne peux ajouter ne sera que répétition. Merci. La parole maintenant à Ginette Kolinka. Bonjour à tous. Il m'est difficile de faire un discours, c'est pas mon genre. Que dire après tout ce qui a été dit sur Simone? Ce n'est que répéter. Pour moi, Simone, c'était ma copine, c'était mon amie. Je ne la voyais ni en tant que magistrat, ni en tant que ministre. Elle aurait été même présidente de la République. Pour moi, c'était ma copine et je la voyais que comme ça, c'est tout. Par contre, grâce à elle, j'étais Ginette, la copine de Simone Veil. Et maintenant, Simone, t'es partie trop tôt parce que je suis devenue plus rien maintenant. On dira Simone, Ginette était l'amie de Simone, mais je perds mon grade. Merci à vous tous. Au revoir. Marceline Loridan. Mais les trucs sont trop pour moi. Moi, je n'ai envie que de dire une chose, c'est celle que j'ai dite au cimetière à Montparnasse pour Simone et de le répéter pour ceux qui n'étaient pas là et qui ont peut-être envie de l'entendre. Toutes les femmes ont un lien avec toi, Simone. Nous sommes des milliers et des milliers. Toi et moi, nous nous sommes rencontrés pour mourir ensemble. Nous étions du même transport. Toi, le numéro 78 651, moi, le numéro 78 750. Si je m'amuse à additionner les chiffres de ton numéro, comme on fait quand on est petite fille,
j'arrive aussi au chiffre 9. Et si j'additionne le mien, j'arrive aussi au chiffre 9. Et 99 femmes nous séparent, dont peu sont revenus. Mais je t'ai vu très vite. D'abord à la douche, où des nazis nous hurlèrent de nous déshabiller, après que nous ayons été numérotés. Et je t'ai vu parce que tu étais belle, la mieux roulée de nous tous, avec Sonia. Je ne devrais pas dire cela, mais c'est la vérité. Et ça montre que nous nous regardions encore comme des jeunes filles entre elles et que nous n'avions pas encore compris où nous étions. Et puis au bloc, je te revois serré avec ta mère et ta sœur sur la koya juste en face de la mienne, de l'autre côté de la travée. J'étais seule, moi, collée à d'autres personnes, mais j'ouvrais les yeux et c'est toi que je voyais. Nous avions le même âge et je sentais en toi une force vitale, un même penchant que moi pour la rébellion. Je l'ai compris le jour où je n'ai pas voulu continuer à me laisser prendre pour des corvées d'humiliation. Je t'ai proposé qu'on se cache sous les couvertures où l'on empilait les paillasses chaque matin. Tu n'as pas hésité, tu m'as suivi. Tu t'es allongé entre deux paillasses. J'ai mis la couverture sur toi. Puis j'ai fait de même, arrangeant tant bien que mal une autre couverture sur moi. Quand il n'y a plus de bruit, nous sommes sortis de notre cachette et sans nous faire prendre, nous avons marché dans nos habits de mortes pour découvrir où nous étions. Nous ne le savions pas vraiment. Nous n'avions pas encore vu nos os sur le point de trouer notre peau. Et c'est ainsi que, déambulant, nous sommes arrivés devant un bloc plus confortable en apparence que le nôtre, et nous avons entendu parler français, et nous avons eu envie de rentrer pour parler à ces Françaises qui semblaient là depuis plus longtemps que nous, et elles nous ont chassés en nous traitant de sales juives. C'était le bloc des communistes françaises. C'était le début, nous pensions comme avant, au temps des désobéissances écolières. Et puis, on a fini par comprendre. Quand l'une de nous mourait, on l'oubliait. On ne pleurait pas. Le deuil n'existait pas, n'existait plus. On était... Mince, je me suis trompée de page. Excusez-moi. Ah oui, voilà. On était durs. Nous étions les miroirs les unes des autres. Je m'accrochais au regard des plus déterminés d'entre nous. Le tien en faisait partie. Je te regardais aller avec ta mère et ta sœur. Vous symbolisiez la France, pour moi, cultivée et intelligente. J'ai vu mourir Madame Jacob sur le sol gelé de Bergen-Belsen. Simone, nous en sommes sorties vivantes et nous n'avions plus peur de rien. Nous savions, toi et moi, que le reste de notre vie n'était que durable, qu'il fallait en faire quelque chose de grandiose. Tu l'as fait. Pour toutes les femmes que jamais n'oublieront, pour toutes les femmes qui jamais n'oublieront ton nom,
et pour toutes les mortes que nous avons laissées derrière nous et que nous représentons. La vie nous a éloignés après la guerre. Nous ne nous sommes pas cherchés. C'était inutile. Nous allions nous retrouver. C'est arrivé dans la rue par hasard une première fois. Tu m'as invité chez toi, mais je ne suis pas venue. Puis une deuxième quelques années plus tard, rue Dante. Tu as insisté, viens chez moi. Et je suis montée. Et dès lors, nous n'avons plus cessé de nous voir. Nous parlions du camp, des filles laissées là-bas que nous n'avions pas pu pleurer, mais que nous n'avions pas oubliées. Nous rions parfois, nous rallions encore contre celles qui se récitaient des recettes de cuisine pour conjurer leur sort et qui nous donnaient atrocement faim. Et nous allions manger du hareng avec des pommes de terre et de la vodka. Il y a longtemps que tu me manques, Simone. Il y a longtemps que tu manques à la France. La course de nos vies a connu le pire et le meilleur de l'humanité. Les usines de la mort, comme les élans du progrès. Mais le temps passant, nous avons eu le même pressentiment, toi et moi. L'horizon s'obscurcit à nouveau. Tu étais inquiète. L'antisémitisme est de retour. Il connut des rémissions, mais ne disparaîtra jamais. Nous le combattrons. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle de vie. Et tu le feras encore. Tu laisses au monde une trace belle et profonde, Simone, qui rend fière et inoubliable toutes les filles de Birkenau. Voilà. Merci, Simone. Je ne dirai jamais assez merci pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a apporté à ce pays, qui le lui rend bien à la fin et qui sera bien obligé de le lui rendre encore. Merci à tous. Je n'ai pas bien lu, comme d'hab. Oui, d'accord. Oui, ben ça va. Ah, c'est gentil. Je vais te donner la main. La parole à Monsieur Hubert Hébraun. L'été 1945, je connus Simone Jacob. Sa sœur, Denise, était revenue de Ravensbrück, où Frédéric Thibouville avait été sa camarade de captivité. Frédéric Thibouville avait été tué lors d'un bombardement américain sur Mauthausen. Elle avait dit à Denise de prendre contact avec mes parents si elle survivait. Denise Jacob vint habiter quelques semaines chez nous en Seine-et-Marne. Denise nous présenta Simone, ainsi que Madeleine, troisième sœur, revenue elle aussi de déportation. Ces trois sœurs provoquaient l'admiration
et l'affection tant elles étaient solidaires dans la mémoire de leur malheur. J'avais 14 ans, assez âgé pour être frappé par la beauté. Elle et Denise étaient calmes et magnifiques, nul ne parlait de leur drame. J'appris le silence. Lorsqu'elles revinrent à Paris, Simone et ses sœurs habitèrent chez la sœur de leur mère. Mon père les approvisionna en lait, en œufs, en fruits et légumes de la campagne. Simone s'en souvint toujours. Elle dédicaça son autobiographie à mon fils. Pour François Heilbronn, en souvenir de son grand-père qui nous a beaucoup aidés à notre retour d'Auschwitz. À l'automne 1945, elle venait accompagnée par mon père respirer le bon air de la forêt de Sénart. Denise l'accompagnait. L'amitié de ces trois sœurs était émouvante. Pour elle, rien ne devait les séparer. Milou, Madeleine, se maria assez vite et connut avec son fils une mort violente dans un accident d'automobile. Simone fut longtemps bouleversée. Elle connut ces années-là le merveilleux Antoine, le compagnon de sa vie, son mari, le père de ses fils remarquables. Aujourd'hui, lorsque je pense à Simone, je reviens à ces journées paisibles de l'été et de l'automne 1945. Mes parents avaient eux aussi connu des tragédies, aussi bien dans la famille de mon père que dans celle de ma mère. 11 d'entre eux avaient péri dans les chambres à gaz, 3 étaient morts au champ d'honneur. Ces morts épouvantables et honorables faisaient partie de nos vies. Nous n'en parlions pas avec Simone ni avec Denise. Je devins l'ami de l'admirable Denise. Elle avait fait partie des maquis de Savoie. Elle fut arrêtée, torturée à Lyon avant d'être déportée à Ravensbrück. Cet automne 1945, je vis beaucoup Denise, Madeleine et Simone. Denise eut un destin magnifique et fut promue commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire. Nous ne parlions pas du judaïsme. Peut-être cette évocation était trop douloureuse. Quant à la religion juive, aucune de nos familles ne la pratiquait. Comme d'autres, je retrouvais Simone au mémorial dans les années 70-80 pour des combats communs pour la reconnaissance des crimes de la Shoah et de la responsabilité de Vichy. Au-delà de l'enfance et de la jeunesse, mes souvenirs de Simone sont nombreux. L'un peut être rappelé. Dans le kibbutz des combattants du ghetto de Varsovie, en Galilée, pour la cérémonie de Yam HaShoah en 2002, 6 flambeaux furent allumés en souvenir des aussi millions de morts. L'un le fut par Simone, qui le transmit à son fils Pierre-François. Un autre par moi, que je remis à mon fils François. Il semble que l'un et l'autre n'ont pas été indignes de ce passage. Un autre souvenir, le Panthéon déjà. Simone et Jacques Chirac, accompagnés de 4 enfants, descendants de justes ou d'enfants cachés, inaugurent la plaque honorant les justes de France parmi les nations. Mon petit-fils David Heilbronn, âgé de 10 ans, fut un des 4. Simone fut émue d'avoir à ses côtés, ce jour-là, l'arrière-petit-fils de Jacques Heilbronn, celui qui l'accueillit et l'aida à son retour de déportation. Il n'a rien à craindre de la mort, celui qui connaît la réalité du siècle.
Serge Klarsfeld. Il est difficile, il est douloureux d'évoquer la personnalité, le souvenir d'une personne aussi remarquable que Simone Veil. On a du mal à s'imaginer qu'elle a disparu, d'autant que nos pas se sont croisés à Nice en 1942-1943. Nous étions dans le même établissement scolaire, ma sœur, moi, elle. Moi, j'étais dans les toutes petites classes. Mais nous avons connu la douceur de l'occupation italienne avant de connaître la cruauté terrible de l'occupation allemande à partir de septembre 1943 et des rafles qui ont décimé la population juive de la Côte d'Azur. Simone Veil, je ne l'ai pas vue avant d'avoir publié le mémorial de la déportation des Juifs de France, mais quand je l'ai publié, elle m'a demandé de venir au ministère de la Santé et elle m'a demandé des renseignements sur le sort de son père et de son frère qui avaient été déportés par un convoi différent des autres, un convoi dont la destination était différente des autres, puisque on avait promis à certains internés de Drancy, on leur avait promis d'aller travailler et ils s'étaient inscrits, et malheureusement pour eux d'ailleurs, et ils sont partis vers la Lituanie et vers l'Estonie. Et donc je lui ai appris, je pense qu'elle aurait pu le savoir avant, mais qu'elle ne voulait pas trop souffrir, c'est-à-dire trop suivre l'itinéraire de son père et de son frère qu'elle ne connaissait pas, mais elle ne voulait pas s'identifier à cette terrible souffrance qu'ils ont connue, puisque ceux qui sont partis là-bas sont presque tous morts. Ici, il reste un survivant, un seul survivant de ce convoi, Henri Zajden-Verger, qui est revenu encore il y a quelques jours à Tallinn avec le Premier ministre M. Philippe. Et elle a appris et elle a été fidèle au souvenir de son père et de son frère. Elle a été fidèle, elle est partie à plusieurs reprises vers la même destination et elle a suivi le chemin que jusqu'en 1978 elle n'avait pas suivi. Il faut dire qu'à l'époque il y avait la guerre froide et la coupure, mais elle l'a suivi depuis avec une très grande fidélité. Et puis elle adhérait aux fils et filles des déportés juifs de France, étant fille de déportés, et elle nous a soutenus pendant l'action que nous avons menée contre les criminels de guerre allemands qui étaient impunis et qui avaient organisé la déportation des Juifs de France. Et elle a pris l'initiative de me faire décerner la première décoration que j'ai reçue par Alain Poher, qui était président du Sénat. Et c'était une fête de famille que je n'ai jamais oubliée, puisque j'avais toute la famille autour de moi et ma mère à mes côtés. Et donc, bon, je lui suis depuis extrêmement reconnaissant, et reconnaissant pour s'être engagé dans des œuvres qui nous ont réunis, tous les enfants des déportés, à travers le monde. Elle a milité, et on a vu une photo ici, pour le Rassemblement mondial des survivants de l'Holocauste, qui a été une date importante en 1981, un rassemblement inoubliable en Israël qui a forgé un peu à travers le monde l'unité des enfants des déportés. Et puis, au cours des années qui ont suivi, je l'ai rencontré assez souvent et nous avons, comment dire, conçu parfois des projets, par exemple la rénovation, la redécouverte de la Judenrampe, là où sont arrivés tous les Juifs, là où Simone est arrivée en avril 1944. Elle n'est pas arrivée à l'intérieur du
d'Auschwitz, elle est arrivée à l'extérieur d'Auschwitz, sur la Judenrampe, où jusqu'au mois de mai 1944, tous les convois de juifs entre Auschwitz et Birkenau sont parvenus. Et nous n'avions pas à l'époque les moyens de le faire, et il a fallu attendre la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour que la créativité de Simone Veil s'exprime, et s'exprime dans tous les domaines. Elle s'est appuyée sur une directrice remarquable, Anne-Marie Revkolevski, une équipe remarquable dont elle a assuré la continuité en faisant tout pour que David de Rothschild lui succède. Et ça a été très bien. Et David de Rothschild continue dans le même esprit que Simone Veil. Et nous avons effectivement créé à la Fondation pour la mémoire de la Shoah le mémorial de Drancy. Sans la Fondation, il n'y aurait pas de mémorial d'Émile, il n'y aurait pas le Bobigny, il n'y aurait pas le Cercil à Orléans. Voilà donc les lieux de mémoire, elle y était très très sensible. Et tout à l'heure, on a évoqué Jacques Chirac et Simone Veil, qui étaient des amis. Et Jacques Chirac et Simone Veil, nous les avons revus avec tellement d'émotion au Cercil, à l'inauguration du Cercil, quand leur santé était vacillante à tous les deux, et qu'ils faisaient leur possible pour jeter leur dernière force dans cette bataille pour la mémoire, où ils ont marqué véritablement l'histoire. Je voudrais aussi évoquer les justes. Simone Veil voyait les choses comme Isaac Schneerson les voyait, le créateur du mémorial du martyr juif inconnu, et aujourd'hui mémorial de la Shoah. Isaac Schneerson voyait la solidarité des Français. Moi, j'ai vu, dans tous les travaux historiques que j'ai faits, la solidarité des Français. Et Simone Veil a eu raison, parfaitement raison, à l'époque, de s'opposer à la projection, à la télévision du film Le Chagrin et la Pitié, parce que c'était un film qui chargeait la population française, alors que sans la population française, 3/4 des Français n'auraient pas survécu. Donc, la cérémonie des justes au Panthéon, où là aussi Chirac et Simone Veil étaient ensemble, a été une cérémonie extrêmement émouvante et extrêmement salutaire. Et aujourd'hui, tout le monde, en particulier ceux qui ont traversé la Shoah, les enfants cachés, savent qu'ils ont toujours eu à un moment ou à un autre la main secourable d'un Français non juif qui les a aidés à survivre. Et puis, elle a créé aussi la collection témoignages. Nous avons à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, plus de 80 ouvrages que nous devons à Simone. Et chaque fois, la bataille n'a pas été facile pour obtenir ces avancées dans ce domaine. Et voilà, le dernier souvenir que je voudrais évoquer, c'est le voyage en famille que nous avons fait en 1995 à Auschwitz pour le 50e anniversaire de la libération, enfin si on peut parler, libération du camp, mais pas libération de ceux qui y avaient été déportés. Et là, la famille de Pierre-François était là, et effectivement, le flambeau est passé, et je suis heureux que Pierre-François, Jean, soient présents, que la famille continue, et que le mémorial et la Fondation pour la mémoire de la Shoah assurent la continuité de ce que Simone Veil a voulu. Elle a voulu qu'on n'oublie pas ce qu'elle avait subi, ce que les autres avaient subi. Et elle a donc été particulièrement efficace dans la création de ces institutions et dans leur fonctionnement. Et le mémorial dépend de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et la Fondation pour la mémoire de la Shoah continuera sa mission, grâce à Simone.
Serge Klarsfeld vient d'évoquer le rôle de Simone Veil dans la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je voudrais parler de son action au sein du mémorial, de sa présence et de sa contribution à l'évolution de notre institution. Son engagement au mémorial est ancien. La première photographie de Simone Veil au mémorial date de 1979. À cette période, le mémorial intéresse peu, sinon les rescapés qui s'y retrouvent entre eux et les chercheurs qui viennent consulter les archives. Simone Veil, la ministre de la Santé, bientôt la présidente du Parlement européen, s'implique dans une institution en difficulté qui s'appelle alors le Mémorial du martyr juif inconnu, le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, une institution modeste, voire pauvre. Si déjà le mémorial détient des trésors en matière d'archives et constitue le premier mémorial jamais créé dans le monde, en dehors des commémorations, il n'a pas les moyens de mener une autre activité. Mais Simone Veil était attachée au mémorial, d'abord par fidélité envers sa famille et tous ceux qui n'étaient pas revenus. Elle y retrouvait ses camarades de déportation, ceux qu'elle avait côtoyés, comme ceux qu'elle ne connaissait pas, mais qui avaient partagé le même destin qu'elle. Elle y sera encore plus attachée après la construction du mur des noms, sur lequel figurent les noms de ses parents, de son frère et de sa famille déportés, parmi les noms des 76 000 juifs de France. D'ailleurs, en 2005, lorsque le mur des noms est inauguré, elle le parcourt avec Jacques Chirac et Éric de Rothschild. Son émotion est visible. 60 ans après la Shoah, elle est en larmes lors de l'inauguration de ce mur. Dans le milieu des années 90, lorsque je suis arrivé ici, j'ai constaté que Mme Veil suivait de près l'évolution du mémorial. J'ai eu la chance alors de la côtoyer, moi qui étais un inconnu, qui ne venait pas d'une famille touchée par la déportation, qui commençait dans mes fonctions. J'ai eu l'immense privilège de pouvoir m'entretenir avec elle régulièrement. Nous nous sommes vus à de nombreuses reprises pour échanger sur le mémorial, sur son évolution, sur les projets d'agrandissement. Chacune de nos rencontres était pour moi une épreuve. Intimidé par cette grande dame, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur ou de la décevoir. Qu'allais-je dire d'intelligent à cette rescapée de la Shoah, à cette femme publique qui avait déjà mené tant de combats? Mais Simone Veil avait cette capacité à se mettre à votre niveau et à donner de l'importance à l'interlocuteur à qui elle s'adressait. Elle commençait toujours nos rendez-vous par « Oui, je sais que vous êtes très occupé », comme si elle ne l'était pas. Elle voulait me signifier que j'étais un interlocuteur légitime. Je crois qu'elle aimait ce lieu. Elle s'asseyait sur un des bancs et je venais la retrouver. Elle y venait régulièrement, sans doute rassurée d'y voir tant d'enfants, tant d'enseignants et tant d'activités, sans doute également pour y revoir les noms de ses parents et de son frère, encore et toujours. Elle se rendait toujours disponible pour le mémorial. Elle venait parler devant un groupe d'élèves, devant des enseignants, ou pour ouvrir un colloque d'universitaires. Elle traitait toujours ses interventions avec le même sérieux. Elle venait régulièrement ouvrir ou conclure nos universités d'été destinées aux enseignants. Je me rappelle de la conclusion de l'une d'entre elles. À une question d'un enseignant sur le pardon, elle expliqua qu'après-guerre, elle avait très vite fait la différence entre les nazis et les Allemands. Puis elle finit son propos par un formidable plaidoyer en faveur d'une réconciliation franco-allemande, pierre angulaire d'une Europe pacifiée et démocratique. Elle se mettait au niveau de ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, et se donnait comme objectif de dialoguer, de leur transmettre des connaissances et de les encourager à poursuivre leurs engagements. Lors de nos rencontres, nos discussions portaient sur la Shoah, mais pouvaient dériver sur d'autres sujets, sur le judaïsme, notamment sur lequel elle ne cachait pas qu'elle savait très peu de choses. À chaque fois que nous abordions cette question, elle me regardait et elle me disait « Mais alors, vous êtes très pratiquant ». Elle avait du mal à comprendre mes incohérences. Elle ne pratiquait pas, et elle avait du mal à comprendre ceux qui, comme moi, pratiquent un peu. Pour elle, on croyait ou on ne croyait pas en Dieu, et ne comprenait pas la demi-mesure en la matière, et surtout mes incohérences. Un jour, elle m'a dit, l'air un peu agacé, « Je vous ai appelé toute la journée d'hier, vous étiez injoignable. » « Je suis désolé, c'était qui pour, Madame Veil, lui répondis-je. Et elle me sourit en retour. Une autre fois, elle était particulièrement fière de m'annoncer qu'elle avait été à la synagogue avec sa petite fille. Oui, Simone Veil ne pratiquait pas, mais elle était fondamentalement juive. Ce n'était pas un questionnement, mais une évidence. Elle était juive par fidélité à un destin, à une histoire, à une culture.
Elle était juive par conviction, du fond de son être. Et cela, on ne l'a pas dit assez. Oui, française et juive, mais tellement juive, tellement solidaire des autres juifs. Les siens avaient été pris parce que juifs, alors elle le serait aussi par fidélité envers eux. Mais un judaïsme généreux, ouvert aux autres. D'ailleurs, lorsqu'en 2005, le mémorial a décidé de travailler sur les autres génocides, elle a soutenu et accompagné cette petite révolution interne au mémorial, pourtant lourde de sens. Ce n'est pas le seul exemple. Rappelez-vous qu'elle n'hésitait pas à prendre la parole contre son propre camp politique lorsqu'elle jugeait que certaines déclarations de ses amis étaient imprégnées de racisme. Dans nos rendez-vous, elle me faisait part de ses inquiétudes. Elle ne se lamentait pas, elle dénonçait. Je ne l'ai jamais vue pessimiste. Mais très tôt, très vite, parmi les premières, elle a dénoncé l'antisémitisme qui montait dans la société française. Elle craignait la montée du Front National qu'elle avait affronté personnellement. Elle pointait la menace du négationnisme. Elle avait perçu également la diabolisation d'Israël comme une nouvelle forme d'antisémitisme. Lors d'un déplacement que nous avons effectué ensemble en Israël, j'ai d'ailleurs pu constater son lien avec cet État, même si elle considérait que l'expérience israélienne n'était pas pour elle, comme beaucoup de rescapés. Elle était très attachée à l'existence d'Israël. Dès le début de nos rencontres, j'ai constaté que Simone Veil avait une vision de ce que l'enseignement de la Shoah devait être dans l'avenir. Elle m'expliquait que la mémoire et l'histoire de la Shoah seraient un jour pris en main par les enseignants et l'école, s'ils s'en donnaient les moyens, par les historiens et par les institutions comme le mémorial qui lui était dédié. Elle était très en avance sur son temps, dans un contexte où parfois les heurts entre mémoire et histoire opposaient les historiens et les témoins. Je comprenais mieux pourquoi Simone Veil était attachée à la transformation du mémorial, dirigée vers le grand public, pourquoi elle comprenait et soutenait notre quête obsessionnelle d'archives, pourquoi elle nous accompagnait dans nos actions pédagogiques et de formation des enseignants que nous avons entrepris dès les années 2000. C'est pour les mêmes raisons que Simone Veil a souhaité que le mémorial soit renforcé par l'aide de la FMS. Pour elle, il fallait construire des institutions pérennes. Elle eut ce même raisonnement pour la construction du mémorial de la Shoah à Drancy, comme Serge l'a dit, pour que l'histoire de ce camp par lequel la majorité des Juifs de France avaient été internés avant d'être déportés à Auschwitz ne sombre pas dans l'oubli. Elle fut de ceux, avec Serge Klarsfeld, qui engagèrent la FMS à ériger un musée qui a vu le jour en 2012. La disparition des témoins faisait partie des refrains de ses propres discours. Elle le formulait. Quand les témoins disparaîtront. Aujourd'hui, ce n'est plus une inquiétude, c'est une triste réalité. Comment faire sans eux? Telle est la question que tout le monde nous pose. La responsabilité qui pèse sur nos institutions est encore plus lourde. Nous avons l'impression progressivement de passer en première ligne. Avec les témoins, nous perdons un vecteur essentiel de la transmission, la voix des rescapés, la parole de ceux qui ont directement vécu cet événement, la voix de ceux qui, par leur présence, ramènent l'événement au présent. Oui, nous devons le dire avec honnêteté. La voix des rescapés est irremplaçable. Dialoguer avec un ancien déporté, apprendre de lui, s'identifier parfois à lui, comprendre la dimension humaine de la Shoah, s'imprégner de son humanité. Oui, tout cela deviendra plus compliqué. Comme le rappelait Simone Veil, nous ne serons pas les témoins des témoins. Alors, nous allons devoir transmettre autrement. Et nous avons déjà commencé par le biais de l'histoire, des archives, des œuvres littéraires, des lieux de mémoire. Mais je veux dire ce soir à Madame Simone Veil que nous le ferons. Nous sommes là, nous les institutions que vous avez construites. Nous ne faillirons pas, nous vous le devons. Nous le devons à Simone Veil, nous le devons aux rescapés que nous avons côtoyés toutes ces années et à tous ceux qui ont été assassinés. Nous vous faisons la promesse de prendre le relais. Nous nourrirons notre détermination par votre exemple, par vos convictions et par vos combats. Chers amis, chères familles, après ces remarquables et émouvantes interventions, vous comprendrez pourquoi il nous semblait important, pour ne pas dire capital, de rendre hommage ici
à Simone Veil, à quelques pas du mur des morts des déportés juifs de France, ce mur où est inscrite avec sa famille celle qui s'appelait alors Simone Jacob, ce mur qu'elle a elle-même inauguré en 2005. Je ne reviendrai pas ici sur le destin de Simone Veil. Son parcours exemplaire et ses multiples combats ont été rappelés à maintes reprises ces derniers jours. Je voudrais simplement vous faire part de quelques remarques concernant son action à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas cette fondation, elle a été créée en 2000. Sa dotation provient de la restitution des fonds en déshérence issus de la spoliation des Juifs de France. Elle soutient le mémorial, cela a été dit, et d'autres lieux de mémoire, des recherches historiques et des projets pédagogiques. Elle vient en aide aux survivants en difficulté. Elle s'attache à transmettre l'héritage de la culture juive et à lutter contre l'antisémitisme. Simone Veil a présidé la Fondation à ses débuts, c'est-à-dire dès 2000. Elle a été très active, elle y a imprimé sa marque, son expérience de la déportation, sa stature de femme d'État et sa vision claire de ce que nous devions accomplir. Tout cela a modelé notre institution et a orienté notre travail. Je dois vous dire que celles et ceux qui sont ici dans ce mémorial et qui ont eu le privilège de cohabiter 7 ans avec Simone, soit parce qu'ils étaient ou sont administrateurs de la Fondation, soit parce qu'ils font partie des équipes de professionnels, n'oublieront jamais l'immense privilège qu'a été de passer 7 ans avec elle et au fond, quelque part, de construire une intimité. Je pense que des millions ou des milliers de Français auraient souhaité être à notre place et construire avec Simone un dialogue fluide, intime, facile et quotidien. Quand elle parlait de sa déportation, Simone Veil faisait preuve d'une grande retenue et d'une grande précision. Elle ne cherchait pas tant l'émotion que la justesse du propos. C'est là, je crois, tout l'enjeu, tout l'éthique de la transmission. Elle était convaincue que cette transmission devait s'appuyer à la fois sur la connaissance de l'histoire et sur la parole des témoins. Plutôt qu'un devoir de mémoire, elle prônait un travail de réflexion, une nécessaire prise de conscience de ce que l'homme est capable de faire à autrui. Car la Shoah et sa mémoire ne concernent pas que les Juifs, elles concernent l'humanité entière. C'est pour cela que votre maman, sans renier sa judaïté, tenait tant à ce que notre fondation soit une institution laïque, s'inscrivant pleinement dans le cadre républicain. Si elle tenait à rappeler la spécificité de la Shoah, jamais elle n'oublia le sort réservé aux Tziganes. C'est sous sa présidence que la Fondation a commencé à soutenir des recherches historiques sur d'autres génocides, notamment celui des Tutsis au Rwanda. Elle était aussi, comme l'a dit Serge tout à l'heure, extrêmement attachée aux lieux de mémoire et à leur mission d'éducation. Avec Serge, elle joua un rôle majeur dans l'édification du mémorial de Drancy, du site mémorial du Camp des Milles et du Cercil à Orléans. Au quotidien, elle avait du caractère. C'est vrai, mais son autorité était avant tout morale. Elle avait des convictions fortes, mais ne décidait jamais de manière arbitraire et solitaire. Elle savait écouter, s'entourer et déléguer quand cela était nécessaire. Son exemple nous obligeait à donner le meilleur de nous-mêmes. En 2007, j'ai eu l'immense privilège de lui succéder à la présidence de la Fondation. Ce fut pour moi un immense honneur et cela demeure une grande responsabilité. Je crois d'ailleurs que, quelles que soient toutes les bonnes choses que fait la Fondation, elle est habitée par l'ADN de Simone qui restera présent dans l'atmosphère de cette Fondation et donc est une forme de gage de qualité sur le long terme et on lui doit ça. Chaque jour, l'équipe de la Fondation et moi-même, nous tâchons d'être dignes de l'héritage qu'elle nous a laissé. À notre humble mesure, nous suivons la voie qu'elle a tracée avec l'exigence et la profonde bienveillance qui la caractérisait.
Nous sommes contents qu'il y ait une continuité familiale, même si on n'est pas dans le domaine de la succession familiale dans ces sujets. Mais le fait d'avoir Pierre-François au conseil de la Fondation est quelque chose dont je suis sûr que votre mère aurait été extraordinairement contente de le savoir. Et ce n'est pas parce que vous êtes son fils qu'on vous a demandé de venir, c'est parce que vous avez toutes les qualités voulues pour être administrateur de cette fondation. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur mon propos. En 2007, comme ça a été rappelé tout à l'heure, avec Jacques Chirac, Simone Veil fut à l'initiative de l'entrée des Justes de France au Panthéon. Elle l'y rejoindra bientôt avec Antoine. C'est, je crois, le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Je vous remercie.